Bonjour Henriette Walter. Bonjour. Vous êtes la présidente de la Société internationale de linguistique fonctionnelle. Vous êtes membre du Comité international de la langue française. On va résumer tout ça. Vous êtes une amoureuse des mots de toujours. Depuis Vous êtes toujours. quelqu'un pour qui les mots sonnent. Exactement. C'est-à-dire que la chance que j'ai eue, c'est de vivre dans un pays où on parlait plusieurs langues. Et à la maison même, on parlait le français. Mais avec mon grand-père paternel, on parlait italien. Oui. Dans la rue, on parlait arabe. Et donc ça fait que... C'était la Tunisie, on va quand même le dire. C'était la Tunisie, exactement. C'était la Tunisie d'autrefois, avec non seulement des gens qui parlaient arabe, mais des gens qui parlaient maltais, des gens qui parlaient grec moderne. Donc tout ça, ça fait que très petite, j'ai été au milieu de beaucoup de langues différentes et il n'était pas difficile de passer d'une langue à l'autre. Ça ne nous gênait pas du tout de mettre tout d'un coup un petit mot d'une autre langue, d'italien par exemple. Oui. Nous avons gardé à la maison l'habitude de parler de la petite pièce qui est près de la cuisine et où on met quelques provisions, etc. On l'appelle la dispensa. On continue à l'appeler comme en italien, la dispensa. Oui, mais pourquoi les mots vous fascinent autant? Pourquoi ces mots chantent pour vous? Parce que les mots ont une histoire. C'est ça le problème. C'est que quand on est linguiste, on s'intéresse aussi à l'histoire des mots. Et quelquefois, on se dit, tiens, mais je vais l'utiliser dans ce sens-là, croyant que c'est le sens que tout le monde a. Mais c'est pas vrai. La plupart du temps, ça a évolué. Et l'amusant, disons, dans notre travail, c'est justement de suivre les mots. C'est-à-dire qu'on sait, par exemple, que ça vient du latin. On se dit, oui, mais avant le latin, c'était quoi? Jusqu'où peut-on aller? Alors, on va généralement très loin derrière. Alors, quelquefois, on dit, il y a des mots qui viennent, par exemple, du grec. Bon, et alors, et avant? Oui. Avant l'indo-européen. Ouh là là, l'indo-européen. Alors évidemment, ça fait toujours peur quand on dit des mots comme ça, un petit peu difficiles. Mais il faut savoir que l'indo-européen, c'est une langue ça regroupe un grand nombre de langues, les langues germaniques, Oui, le mais latin, tout ça le vous grec, passionne. Alors je etc. disais, vous êtes donc présidente de la Société internationale de linguistique fonctionnelle. Ça fait un peu peur, ça aussi. Oui, vous avez raison, ça fait peur. Et pourtant, ça veut dire simplement que notre linguistique, notre étude des langues, c'est une étude qui est faite à partir de corpus. C'est-à-dire que nous allons dans les régions, nous parlons avec les gens, nous leur tendons le magnétophone, et ensuite nous faisons l'analyse que nous pouvons avec ce qu'ils nous ont raconté à partir de leur prononciation. Oui. Ça veut dire que vous êtes optimiste, vous dites au fond, cette langue continue de vivre, de se développer. Exactement. Alors, il faut savoir qu'elle est toujours très diversifiée. Et généralement, on dit, quand on apprend que je suis linguiste, on dit « Oh là là, il faut que je fasse attention à la manière dont je vais parler ». Mais non, il ne faut pas faire attention. Il faut parler comme vous parlez. Et moi, ça m'intéresse justement de savoir comment ça se passe. Vous savez, du temps où mon mari était là, il me disait « Mais pourquoi tu écoutes cette émission de télévision? Elle est complètement débile. » Et je lui disais « Mais attends, tu n'as pas entendu la manière dont il a prononcé ?» Et il me dit « Et alors ?» Je lui dis ben, « Je veux savoir, j'ai l'impression qu'il est d'origine bretonne. Peut-être, mais peut-être qu'il n'est pas breton, peut-être qu'il est au contraire ch'ti. Oh là là, il faut que je vois, il faut que j'écoute, il faut que je continue. » Et je suis là très C'est bien, vous ne trouvez jamais une émission débile. On vous en remercie. Jamais. Heureusement que vous êtes là. Amoureuse des mots, je le disais, et des mets. Vous êtes gourmande. Exactement. Gourmet, ça peut se dire au féminin. Oui, on dira pas gourmette. On pourrait dire, mais la gourmette, c'est plutôt le. Alors donc on évite, on évite. On dit, je suis amateur de bonne cuisine. J'aime bien faire la cuisine aussi, mais je ne suis pas assez calée pour faire mon propre livre de cuisine, de recettes, voyez-vous. Oui, donc vous êtes mon livre, ce n'est pas un livre de recettes. C'est un livre qui s'appelle Les petits plats dans les grands. Voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas un livre de recettes. En fait, c'est un livre de linguistique. C'est un livre de linguiste. Ça a été une occasion pour moi de parler de ce que je connais, de ce que j'aime. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la prononciation, la grammaire, le lexique, l'évolution des mots, dans les différentes régions. Oui, quand on dit ça, ça peut paraître, mais en fait, c'est très drôle. On apprend plein de choses. Quand vous dites, par exemple, tiens, on nous prend pour des cornichons. Alors là, vous dites pourquoi ça, d'où vient ça, d'où ça vient ça? Parce que les cornichons ne sont pas bêtes. Ils sont pas bêtes, simplement, ils ont une allure un petit peu... Oui, voilà, comme ça. C'est pour ça. Voilà, c'est ça. Et à chaque fois, on a une curiosité
curiosité, enfin moi j'ai la curiosité d'aller chercher midi à 14h, si j'ose dire, si vous voulez. C'est-à-dire que je me demande, ce mot-là, ah oui, il est allé vers l'italien. Ah oui, mais attention, en italien par exemple, le mot champignon du français, il est passé en italien. Mais en italien, il y a un autre mot pour dire champignon, c'est fungo, funghi, pour dire les champignons. Mais quand ils emploient le mot champignon, comme ils disent, c'est seulement pour les champignons de Paris. Bon, alors nous, c'est un terme générique, c'est pour tous les champignons, que ce soit des bolets, que ce soit des trompettes de la mort, que ce soit n'importe quel champignon. Mais eux, ça devient simplement champignons de Paris. C'est incroyable. Et quand on passe en anglais, c'est très différent. C'est aussi passé en anglais. Non, un de nos mots a donné le mot qui veut dire champignon en anglais. Mushroom. Mais qu'est-ce que c'est que le mushroom? Ben, c'est notre mousseron. Et le mousseron, c'est quoi en français? Le mousseron en français, c'est un type de champignon particulier. Incroyable. Donc, on est passé au contraire d'un type spécifique en français à un type générique en anglais. Mushroom, c'est n'importe quel champignon en anglais. Alors, vous nous parlez des cucurbitacées. Oui, les cucurbitacées. C'est un joli mot encore, tiens, qui a été inventé par... c'est un mot latin. Mais c'est toujours le latin qui est responsable. C'est le cucurbitacé, c'est des potirons. Exactement, les potirons, les courges. Moi, dans ma Tunisie natale, on disait courge, on disait jamais potiron. Mais vous savez, c'est amusant parce que les cucurbitacées, il y a comment dirais-je, le conte. Le conte avec la pantoufle de verre, vous savez. Oui. Voilà. Alors, il y a une cucurbitacée qui devient... Une histoire de cucurbitacée, oui. qui devient un carrosse. C'est extraordinaire. Oui. Donc, on va aller s'acheter des cucurbitacées. Voilà, et on se dit, tiens, ça va peut-être se transformer, on ne sait jamais. C'est fou. Alors, on apprend que sauce, ça vient de sel. Voilà. Ouais. Voilà. On apprend comment les pommes de terre sont arrivées en Europe. On apprend que c'est ceux qui nous ont amené les pommes de terre. On ne s'attendait pas à trouver des gens comme ça. Exactement. Et en plus, la pomme de terre, ça nous fait voyager. Ça nous fait voyager, ça nous fait parler. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on parle des pommes de terre, on parle de parmentier en France. C'est le hachis parmentier. Mais quand on est en Italie, on ne parle pas de parmentier, on parle de Volta. L'inventeur de la pile électrique. C'est lui qui a amené les pommes de terre. Il a fait pareil. Il a fait comme parmentier. Il est allé voir les paysans. C'était la pénurie en Italie, comme en France d'ailleurs à cette époque-là. Et les paysans mouraient de faim. Et on a dit, mettez donc un petit peu de pommes de terre dans vos gnocchis. Et alors, si on pense aux gnocchis, il y a deux sortes de gnocchis. Il y a les gnocchis di patate et les autres gnocchis. Les gnocchis de semoule, d'accord? Mais les gnocchis di patate, c'est-à-dire de pommes de terre... Non, vous nous donnez faim, là. Je vous donne pas la recette, je sais pas la faire, mais en fait, c'est grâce à Volta. Ah oui. Et qu'il a on va trouver tout ça dans ce livre. Oui. Tout ça est là-dedans. On apprend des mots, on apprend des choses, c'est des jeux, il y a des questions. Voilà. Et puis je ne sais pas si vous avez remarqué, la botte d'asperges de Manet. La botte d'asperges de Manet qui avait été commandée par un grand mécène très riche, etc. Et qui lui avait dit, je vous payerai 800 francs. 800 francs. Et il avait dit, d'accord, très bien. Et il fait sa botte d'asperges. Et le mécène lui dit, écoutez, c'est trop beau, je vous donne 1000 francs. Très bien. Et Manet ne s'est pas estimé content. Donc il a refait un autre petit tableau qu'on peut voir d'ailleurs au musée du Quai d'Orsay à Paris, avec une seule asperge. Et il avait ajouté, il en manquait une à votre botte. D'asperges, bien sûr. C'est vrai, voilà. C'est beau. Donc c'est très joli, hein. Ça veut dire que, il avait beaucoup d'esprit, mais en même temps il voulait le remercier. Et voilà, c'est une belle histoire. Ouais. On entre dans l'histoire de l'art. C'est beau, parce que oui, il y a l'histoire de l'art,
Et puis il y a la gastronomie, il y a Voilà. des mots qui ont des senteurs, qui ont des goûts. Voilà. On a l'impression que vous ne donnez pas de recettes de cuisine dans ce livre, on a l'impression qu'on se nourrit quand même. Hein, Oui, mais j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé, mais enfin non, je ne suis pas capable de le faire. Mais tout à l'heure, on parlait de l'art, de l'histoire de l'art. À la fin de ce livre, je fais un grand jeu, très 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 grand, qui fait 20 ou 22 questions, je ne sais pas, et qui met des noms de la cuisine, disons, des titres d'œuvres d'art, avec des mots de la cuisine, et puis les auteurs, bien sûr. Et je dis, dites, faites les rapprochements, ce qu'il faut. Et alors, il y en a un qui est le plus extraordinaire, c'est le café. Le café, on se dit, mais qui est-ce qu'on va prendre là? Qui est-ce qui a parlé du café? Eh bien, c'est Jean-Sébastien Bach, figurez-vous. Lui qui n'écrit que des cantates très religieuses et très sérieuses, etc. Eh bien non, là, il a fait avec le café. C'est d'ailleurs, j'ai lu tout le livret. C'est très amusant. C'est pas du tout sérieux. Ouais. C'est pas du tout Alors, sérieux. si j'emploie des adjectifs, par exemple, je dis acerbe, agressif, aimable, brusque, charnu. On parle de quoi? On parle de quelqu'un? Ah non, on parle du vin. On parle du vin, C'est bien des sûr. Mais vous avez vu, une liste d'adjectifs. Il y a une liste, vous avez vu, c'est une liste. Elle est réjouissante. J'ai essayé de... Sans modération. Sans modération. Hein. Là, on y va tranquillement. Non, mais les gens ont eu beaucoup d'inventions à ce propos-là. Et peut-être qu'on peut dire un mot de ces mots qui ont changé de sens. Vous savez, par exemple, l'assiette. Alors l'assiette, on pense que c'est ce petit machin-là qu'on met et dans lequel on met de la nourriture. Eh bien, pas du tout. À l'origine, c'était pas du tout ça. C'était l'endroit où on est assis, comme vous et moi. Oui. Et c'était là... En fait, on était assis dans l'assiette. On est assis dans l'assiette. Ah oui, c'était pas pratique. D'ailleurs, quand on dit... je ne suis pas très dans mon assiette aujourd'hui. Mais c'est ça ce que ça veut dire. Ah, ça voulait dire ça. C'était ça à l'origine. Je suis pas dans mon assiette. C'est pas dans cette assiette-là. C'était dans celle-là. Ah ben on comprend mieux. Mais c'est effectivement, on se demandait pourquoi on serait dans l'assiette. Pourquoi? Non, mais c'est... Voilà. C'est incroyable, vous en apprenez des choses. C'est un vrai jeu. Oui, les mots, c'est des jeux. Vous jouez avec les mots? Mais tout le temps. Tout le temps. C'est compliqué. Enfin, ça peut être compliqué. C'est un petit peu compliqué. Mais une fois qu'on a trouvé un chemin, on est content. Hein, voilà. On se dit, ah tiens... Voilà, je suis allée au bout. Malheureusement, on est toujours un tout petit peu frustré parce qu'on ne peut pas aller très loin, étant donné que les langues n'ont commencé à être écrites que 3000 ans avant Jésus-Christ. Avant, on ne peut pas remonter. Vous voudriez remonter avant? Mais bien sûr. Oui, alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend appui sur les langues qui existent. Hein, par exemple, si pour remonter au latin, qu'est-ce qu'on fait? On écoute un petit peu, on voit un petit peu ce qui se passe en italien, français, espagnol, portugais, etc., provençal, toutes les langues, et on essaye de voir ce qu'il a de commun. Et si on peut remonter, oui, on remonte. Simplement, on remonte, mais on ne tombe pas sur le latin classique. De Cicéron. On tombe sur le latin vulgaire, c'est-à-dire le latin c'est parlé. C'est une aventure, votre truc, hein. Le latin parlé. Et là, on se dit, oh là là, oui, mais alors, j'ai pas tout à fait trouvé. Mais si on lit les œuvres qui ont été publiées au 1er siècle de notre ère, disons, au Moyen-Âge, on peut trouver, par exemple, un livre qui s'appelle Appendix Probi, c'est-à-dire l'appendice qui est écrit par Monsieur Probus, pas Monsieur Probus. Et dans ce livre, Probus dit « Ne dites pas comme ceci, dites comme cela ». Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire qu'on disait comme ceci. Et c'est ça ce qu'on trouve aujourd'hui dans nos langues romanes. Ah oui. Et voilà, donc là, on refait, le lien. On se nourrit des mots, ils nous donnent de l'appétit. Votre mot préféré, Henriette Walter? Alors, moi, je vous piège là. Attendez, un mot, pas deux. Je vais vous dire, moi, j'en ai pas qu'un, malheureusement, j'en ai trop. Ah non, mais je vais vous dire, attendez, je vais vous dire, et ça me fait plaisir de le dire aujourd'hui parce que je viens d'apprendre que mon ami, c'est un ami suédois, qui me disait que le mot le plus beau de la langue française, c'était Uppland. Et je suis contente de le dire aujourd'hui parce que malheureusement, je viens d'apprendre qu'il vient de mourir du coronavirus. Ah oui. Uppland. Alors voilà, je vous le dis, je l'aime beaucoup parce que j'aimais beaucoup cet ami suédois. Nous l'aimions beaucoup, mon mari. Ah, vous associez les mots à des gens, à des sentiments. Oui, c'est ça. Non, mais toujours, voilà.
il y a la grammaire qui est au milieu, on n'a pas dit un mot, mais j'ai travaillé un petit peu sur les suffixes, sur les consonnes qui bougent en français. Ah, vous êtes régalé avec les suffixes et les consonnes qui bougent. Hein. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. Avec le et de te, là, il y en a des tas. Et alors, ça permet de parler de la tartiflette, par exemple. On se dit, oui, mais tartiflette, ça permet aussi de parler de la pomme de terre. Tout à l'heure, on parlait de la pomme de terre. Pomme de terre, on l'a dit tartifle dans certaines régions. Et donc, la tartifle, c'est la pomme de terre. Donc, la tartiflette, c'est simplement un pâté de pommes de terre, quoi. Bêtement, quoi. Merci Henriette Walter, on voudrait vous écouter des heures. Merci. Hein? Mais là, vous nous avez mis en appétit. Les petits plats dans les grands, publiés chez Robert Laffont, la savoureuse histoire des mots, de la cuisine et de la table. Amoureux des mots et des mets, gourmands, gourmandes, gourmets, gastronomes. Ce livre est pour vous. Merci beaucoup Merci Henriette Walter d'avoir été là. Merci à vous.